Pour quelle population il voulait que ce livre-là soit dessiné, ainsi de suite. L'autobiographie, ses particularités, ses caractéristiques. Pour mieux comprendre l'œuvre, il faut bien sûr comprendre son genre littéraire ou bien le courant littéraire à qui appartient cette œuvre-là. La littérature maghrébine d'expression française, le nouveau courant littéraire créé par le monsieur Ahmed Sfraoui. C'est un nouveau courant littéraire qui a été créé par Ahmed Sfraoui en écrivant cette œuvre-là. Bien sûr, d'autres œuvres vont suivre, qui vont suivre la même démarche. C'est la raison pour laquelle, dans un premier temps, il était appelé la littérature maghrébine d'expression, la littérature marocaine d'expression française. Et après, quand il y avait d'autres écrivains qui ont fait la même chose qu'Ahmed Sfraoui, maintenant la nomination a été changée pour être la littérature maghrébine, le Maroc, la Tunisie, la Libye. La Libye était colonisée par les Italiens. Je pense que c'était seulement le Maroc, l'Algérie et la Tunisie, parce que ces trois pays ont été colonisés par la France et bien sûr d'où vient l'expression française. Le schéma narratif bien sûr de l'œuvre qui va nous expliquer les séquences, d'accord, et la suite des événements, les personnages, les espaces et le temps, parce que normalement comment dire, ce sont ces repères qui nous permettent de mieux comprendre, de mieux cerner les choses, de mieux répondre à la fameuse question située le passage. Si nous n'avons pas un repère, que ce soit concernant l'espace, l'évolution des personnages ou bien les locaux, normalement nous aurons des difficultés à pouvoir bien sûr cerner et encadrer le passage. Les situations des passages, bien sûr, le résumé de chaque chapitre, je dis bien chaque chapitre, c'est-à-dire nous allons voir chaque chapitre, un petit résumé de chaque chapitre, comme ça nous aurons toutes les informations nécessaires, et bien sûr le résumé général de l'œuvre pour avoir l'idée globale. Ça ne veut pas dire que normalement il y a des choses à commencer avec, ça veut dire que ce soit la biographie, l'autobiographie ou la littérature. Quand on parle du schéma narratif, des situations, les résumés des chapitres, ou bien le résumé général, c'est selon la disponibilité et selon bien sûr la possibilité de pouvoir répondre à tout. Donc je vous permets de me donner quelques instants, le temps de répondre au téléphone. Salam. Je m'excuse et je reprends. C'était... Donc, je parlais bien sûr de la suite des cours. Antigone, où nous allons voir aussi la biographie de Jean-Henri, l'écrivain de traits sur le mot écrivain de cette œuvre. Et vous allez savoir pourquoi après. Parce que, pour vous dire, ce n'est pas le vrai écrivain d'Antigone. Jean-Henri, ce n'est pas l'écrivain d'Antigone. Et je vais bien sûr, dans les cours qui vont suivre, je vais expliquer cette chose-là. Bien sûr, nous allons parler du mythe d'Oedipe pour mieux comprendre, parce que ce que j'ai remarqué avec la première année du bac, ou bien la sixième année, et surtout la pièce théâtrale d'Antigone, c'est que Antigone est une pièce qui vient au milieu d'une grande série d'œuvres, d'une grande série de tragédies et de mythes. C'est la raison pour laquelle il y a des gens qui trouvent des difficultés, parce que normalement, ils n'ont pas les faits depuis les débuts. Ce qui m'a poussé à avoir l'idée suivante, c'est de expliquer le mythe d'Oedipe. D'où vient toutes ces choses-là, d'où vient Antigone, son papa, comment les choses ont évolué avant qu'on ait, bien sûr, la guerre entre les deux frères qui a entamé la mort des deux et qui a entamé, bien sûr, la tragédie d'Antigone que nous avons, bien sûr, à étudier. Bien sûr, la méthodologie grecque en général, nous allons essayer d'expliquer la méthodologie grecque en général. Il y a bien sûr une petite explication de la pièce théâtrale et les termes bien sûr utilisés dans le théâtre. Le schéma actentiel, bien sûr les personnages espace-temps, toujours, les situations des passages, le résumé de chaque chapitre et le résumé général. Entre parenthèses, j'ai parlé de schéma actentiel et non pas de schéma narratif. Et c'est simple parce que normalement dans une pièce théâtrale, nous avons des actes
et non pas des chapitres, des passages. C'est la raison pour laquelle on parle de schéma actantiel et non pas de schéma narratif. Parce que le théâtre, ce sont des actes, ce sont des personnages qui sont en train de présenter les faits, de présenter les écrits, alors que dans le schéma narratif, c'est une narration, un auteur, un écrivain qui est en train de raconter son histoire. Et bien sûr, c'est ce qui est la boîte à merveilles. Donc, c'est la raison pour laquelle, dans Antigone, on parle de schéma actantiel, alors que pour la boîte à merveilles, ou le dernier jour d'un condamné, c'est normalement le schéma narratif. Donc, je précise, Antigone, schéma actantiel, la boîte à merveilles, le dernier jour d'un condamné, schéma narratif. Voilà. La troisième œuvre, le dernier jour d'un condamné, bien sûr, nous allons commencer par la biographie de Victor Hugo. Nous allons bien sûr parler du sujet phare de ce roman-là. C'est un roman à thèse. Et la thèse, c'est l'abolition de la peine de mort. Donc la peine capitale. Nous allons parler un peu du 19e siècle, ce qu'on appelle l'époque de la lumière, pour comprendre d'où viennent les choses, la raison pour laquelle Victor Hugo a choisi de défendre cette thèse plus précisément, alors que la France vivait dans plusieurs problèmes, d'accord, que peut-être étaient plus importants. Mais pour quelle raison Victor Hugo a souhaité parler de la peine de mort plus précisément? La biographie, c'est quoi? Parce que normalement, je ne parle pas de la biographie de Victor Hugo, je parle de la biographie. Si nous allons parler de la boîte à merveilles, nous allons dire que c'est une autobiographie, nous allons expliquer les caractéristiques de l'autobiographie. La même chose sera faite avec le condamné à mort, parce que c'est une biographie d'un condamné à mort. Plus d'explications dans les cours qui vont suivre, c'est juste pour que vous ayez une vision globale de ce qui va suivre dans nos explications. Voilà, il y a bien sûr la biographie, nous allons parler de la narration et ses caractéristiques, le schéma narratif toujours, les personnages espace-temps, les situations des passages, le résumé de chaque chapitre et le résumé général. Ceci est concernant bien sûr les trois œuvres que nous avons. Après, il y aura les cours de langue, d'accord, ou bien les questions de langue que vous aurez dans le régional concernant les sujets suivants. Il y aura les figures de style, les genres littéraires, les registres de langue, temps, tonalité, la rédaction écrite, les types de textes, le discours rapporté, la nominalisation. D'accord? Ce sont ces cours-là que nous allons ou bien laisser à la fin de notre série, après avoir terminé les 3 heures, et que nous allons bien sûr pouvoir attaquer ces cours, ou bien, à fur et à mesure que nous avançons dans les explications, on pourra glisser une ou deux leçons entre les œuvres. Comme ça, nous aurons bien sûr, nous établirons un parallèle entre l'explication des œuvres et celle, bien sûr, des cours de langue. Je tiens juste à préciser une autre information. Je le dis et je le redis. Si je tiens à expliquer en français, c'est pour que vous ayez, parce que comme je vous ai dit, j'ai eu des remarques des gens qui ont dit, voilà, nous avons bien compris. D'accord? Mais l'important, c'est que nous sommes dans une vision de faire une traduction. Ça veut dire que nous avons compris ce que vous avez expliqué en arabe, et quand on est en cours, ou bien quand on souhaite expliquer, répondre, on a toujours des problématiques. Parce que vous avez expliqué en arabe, nous avons bien assimilé, nous avons bien compris, et quand on souhaite rédiger, nous avons des problèmes. D'accord? De langue, parce qu'on a un manque de vocabulaire. Donc c'est la raison qui m'a poussé, bien sûr, à faire ces cours de langue. Ça, c'est concernant le programme et concernant comment ça va suivre. Maintenant, des règles d'ordre, parce que normalement, les règles d'ordre sont très importantes pour qu'il y ait un respect mutuel entre nous. Dans un premier temps, je vous conseille vivement de ne jamais vous vanter de ce que vous allez comprendre. Ça veut dire qu'il y a des gens qui vont... Je vais expliquer des choses. Peut-être que votre professeur au lycée a nié, a oublié. Je ne dirais pas à mal expliquer, parce que je n'ai pas le potentiel, ni son niveau pour pouvoir dire qu'un professeur a mal expliqué. Mais on ne sait pas. Pour une raison ou une autre, vous avez compris des choses que vous n'avez pas vues dans votre classe de cours. Donc je vous en prie, s'il vous plaît, ne vous vantez jamais, d'accord? N'essayez jamais de ridiculiser les gens devant vous. Essayez un maximum de partage. Il faut savoir que la connaissance, pour mieux absorber
La connaissance, il faut la partager. S'il vous plaît, partagez avec vos amis, les gens qui ont besoin de ces cours-là. Partagez avec eux, essayez de les aider, essayez de travailler, comprendre. Maintenant, vous avez vos téléphones, vous avez vos smartphones, vous avez vos kits, vous avez vos écouteurs, mettez-les dans les oreilles au lieu de gaspiller du temps à écouter ce qui ne va pas vous aider trop. Essayez de mettre quelque chose qui va vous donner un savoir, d'accord? Vous faire, vous essayez bien sûr comprendre vos œuvres, d'accord? Et essayez quand même d'avoir toujours un stylo, un bout de papier à portée de main. Comme ça, à chaque fois, vous notez les informations que vous entendez, d'accord? Vous établissez, vous faites votre propre schéma, votre propre façon de lire les choses. Pour les cours, je le dis.